Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde en face. Chaque année en France, nous produisons entre 17 et 23 kilos de déchets électriques et électroniques par habitant. À l'échelle mondiale, c'est près de 50 millions de tonnes, l'équivalent en poids de 4500 tours Eiffel de déchets. Depuis 2005, les métaux précieux et les substances toxiques qu'ils contiennent doivent faire l'objet d'une dépollution et d'un recyclage financé par l'éco-participation que nous payons lors de l'achat d'équipements neufs. Mais savez-vous réellement ce que deviennent nos vieux ordinateurs, téléviseurs, réfrigérateurs et téléphones portables ? Eh bien, si vous pensiez qu'ils sont soigneusement désossés et recyclés, vous n'allez pas en croire vos yeux. À l'aide de trackers GPS dissimulés dans ces appareils, une enquête retrace leur trajet. Un incroyable trafic largement mafieux depuis les trottoirs de la banlieue parisienne jusqu'à la plus grande décharge à ciel ouvert à Accra, au Ghana. Dans cette poubelle de l'Occident poussée par la misère, hommes, femmes et enfants, parmi les fumées toxiques et les substances chimiques, trient et brûlent nos déchets, provoquant une catastrophe écologique et sanitaire sans précédent. Voici tout de suite le documentaire Déchets électroniques, le grand détournement, réalisé par Coraline Salvoc et Alain Pirot. Je vous retrouve juste après avec mes invités pour ouvrir le débat. On attend vos réactions tout au long de l'émission avec le hashtag LMEF. À tout à l'heure. C'est un fléau qui ronge la ville d'Accra au Ghana depuis 20 ans. Ici, les cendres ont remplacé la terre, les fumées toxiques ont détruit l'atmosphère. Agbogbloshie, c'est la plus grande décharge d'Afrique de déchets électroniques. Si vous regardez cet endroit à perte de vue, vous ne verrez que des déchets. Et pas n'importe quelle sorte de déchets. On parle ici de déchets toxiques, provenant d'ordinateurs, de télévisions. Ces déchets n'auraient pourtant jamais dû arriver ici. Ils ont souvent parcouru des milliers de kilomètres, traversé des océans pour échouer au Ghana. Ces déchets, ce sont les nôtres. Ces ordinateurs viennent de différents pays. Allemagne, Pays-Bas, France, Italie, Royaume-Uni et même États-Unis. En France et en Europe, la loi interdit l'exportation de ces déchets. Alors comment ordinateurs, télévisions, réfrigérateurs ont-ils pu déjouer tous les contrôles pour disparaître en Afrique ou en Asie ? À l'aide de trackers GPS, installés dans des objets du quotidien, le trafic de ces déchets a pu être identifié, reconstitué. C'est l'histoire d'un incroyable détournement. En moyenne, on ne collecte que 40% des déchets électroniques et électriques dans l'Union européenne. Cela signifie que 60% finissent leur vie ailleurs. Durée de vie d'un compresseur à Paris sur la voie publique, 10 minutes. Chaque année, des milliers de conteneurs remplis de ces déchets quittent les ports européens. Dès qu'une cargaison a quitté le territoire national et est partie, par exemple, en mer, ça devient plus difficile à tracer. J'ai mal au cœur quand je vois ça. J'essaye de faire stopper les grands volumes. Humainement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit dans la capacité de contrôler tous les flux de déchets. En Afrique, des réseaux mafieux importent toujours plus de déchets pour les revendre comme produits d'occasion dans de gigantesques marchés ou pour récupérer les métaux précieux. Un trafic insoupçonné, réalisé en toute impunité. Oui, c'est ça, c'est... Absolument, c'est une de nos imprimantes. On peut encore voir la boue qui vient du Ghana, je pense. Incroyable. Dans quelques dizaines d'années, on atteindra 120 millions de tonnes de déchets électroniques. Peut-être que c'est de l'ignorance, un manque d'éducation ou de conscience. La grande majorité n'en ont rien à faire de l'environnement. C'est l'argent qui décide de tout. Est-ce qu'on accepterait ça en France ?
Est-ce qu'on accepterait d'avoir des décharges à ciel ouvert à côté des maisons, avec des gens qui travaillent sans protection, avec des pollutions, avec des sols pollués, avec des nappes phréatiques de pluie? Est-ce que nous, on l'accepterait? Janvry, petit village de l'Essonne, 600 habitants. Depuis plusieurs années, le maire de cette commune, Christian Schoettler, alerte les autorités sur de mystérieux vols dans les déchetteries de la région. On a été fracturé là ce matin. Cette nuit, on est arrivé ce matin. Les effractions n'étonnent même plus les employés. Du coup là, il y avait une quarantaine de batteries parce que les batteries, nous, on les relève tous les soirs. Bah ouais, on les compte. Et là, il y avait 40 batteries, il n'y a plus rien. Ce jour-là, ce sont les batteries qui ont été volées. Mais régulièrement, les braqueurs ciblent un autre hangar de stockage, celui du vieil électroménager. Ce que l'on appelle les D3E, les déchets d'équipements électroniques et électriques. D'ailleurs, les dernières personnes qui sont fait attraper, ils avaient trouvé chez eux des caisses comme ça, bien pleines, de téléviseurs, de PAM, tout ce qui est ordinateur, etc. Des caisses pleines, au moins 2 ou 3. C'est une mine d'or. Hein. C'est plus un déchet, c'est une ressource. Ah oui, c'est une ressource. La cadence des vols est telle que certaines déchetteries ont été sécurisées par tous les moyens. Il y a un truc presque rigolo, mais très très sérieux et qui est mis en place par certains. C'est déjà, à l'entrée, c'est les ponts-levis. C'est-à-dire qu'on transforme la déchetterie en château moyenâgeux. Il y a un vrai pont-levis qui permet l'accès des véhicules, des camions, avec des douves de protection, comme un château du Moyen-Âge. Une déchetterie complètement isolée, c'est la chronique annoncée du pillage quotidien. Jamais la justice ne poursuit. Donc il y a un phénomène d'impunité absolument total. Face à ces pillages incessants, Christian Schoettler a préféré fermer et raser une autre déchetterie après des années de lutte contre les assauts des voleurs. C'est vrai qu'il y a un moment où, de guerre lasse, il gagne. Et donc c'est vrai que là-bas, il y avait un vrai chemin des contrebandiers et que ici, on essayait de tenir. On se dit, il y a quand même quelqu'un qui le rachète. Il y a forcément des gens que ça arrange. On comprend bien qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Ce fait divers n'a rien d'anecdotique. Selon les données fournies par l'Agence de l'environnement, l'ADEME, un appareil électrique et électronique sur 2, jeté par les Français, disparaît des écrans radars. Depuis 2006, pourtant, tout est fait pour collecter et recycler les déchets électroniques des Français en toute sécurité. Ces appareils, entreposés dans les recoins des maisons, cachés dans les étagères ou tout simplement oubliés au fond du garage. Les pouvoirs publics ont mis en place des éco-organismes. Ils sont chargés d'administrer la collecte et le traitement des déchets. Tu vas être bien là, ma titi. À grand renfort de slogans publicitaires, on promet d'ailleurs une nouvelle vie à tous ces anciens produits. Écosystème, c'est le premier éco-organisme de France en matière de déchets électroniques et électriques.
En recyclant avec Écosystème, vous êtes sûr d'offrir une nouvelle vie à votre appareil électrique? Les Français payent pour cela. C'est l'éco-participation, une taxe inscrite en bas de la facture de chaque nouvel achat. Elle rapporte 200 millions d'euros par an aux éco-organismes. Cet argent, normalement, c'est la garantie que votre déchet sera bien collecté et recyclé. Pour s'assurer que cette promesse est bien tenue, il faut reconstituer le chemin emprunté par les déchets. Ce petit boîtier noir, un tracker GPS, envoie un signal de localisation. Il a été installé sur 3 objets du quotidien, une télévision, un ordinateur et un réfrigérateur. Ces appareils ont été jetés dans plusieurs communes d'Île-de-France. À Bondy, dans une célèbre enseigne d'électroménager, ou tout simplement déposés dans la rue, à Asnières-sur-Seine et à Aubervilliers, le jour du ramassage des encombrants. Grâce au signal GPS, tous les déplacements de ces déchets seront indiqués. Une semaine après le dépôt de l'écran plat défectueux, un premier signal retentit. La télévision a quitté l'entrepôt de stockage du distributeur pour être acheminée ici, en Seine-et-Marne, dans cette usine certifiée de recyclage. Ces entreprises ouvrent rarement leurs portes. Les adresses sont conservées précieusement car les industriels aussi craignent les cambriolages. Un des leaders du secteur a tout de même accepté de dévoiler ces techniques de recyclage. Dans la banlieue d'Angers, cette usine traite 300 000 réfrigérateurs et 500 000 écrans chaque année. Les vieux postes, comme les derniers modèles. C'est sur une chaîne de démontage comme celle-ci que la télévision équipée du tracker GPS a fini sa vie. L'étape clé, c'est la dépollution des déchets. Les objets sont démontés à la main, pièce par pièce, composant après composant. Une étape longue, coûteuse, et les fabricants ne font rien pour la faciliter. Sur le démontage, la dépollution des équipements, il y a du progrès à réaliser et au-delà de ça, techniquement, ça reste possible. Après, c'est une problématique de coût. Ce sont des équipements où on a besoin de passer du temps, qui ne sont pas forcément bien prévus pour être démontés rapidement. L'effort est très important pour arriver à quelque chose de qualitatif sur la dépollution. Un écran plasma contient ainsi assez de plomb, de cadmium, de chrome et d'arsenic pour polluer 50 mètres cubes de terre pendant 30 ans, l'équivalent d'un jardin de particulier. Tout ce travail rapporte aussi de l'argent car dans ces écrans se cachent des métaux précieux. Et ce qui intéresse les recycleurs, ce sont les cartes électroniques. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier différentes qualités de cartes. Vous voyez, les points dorés, on sait qu'il va y avoir une partie d'or. Après, il va y avoir d'autres cartes électroniques qu'on peut trouver ici, où vous allez avoir, regardez, on le voit très bien, tout ça, c'est des petites parties de cuivre. Une tonne de ces composants électroniques peut contenir jusqu'à 200 grammes d'or, sans compter le cuivre et l'aluminium. Mais si ces mêmes composants sont mis dans de mauvaises mains, le procédé peut avoir des conséquences gravissimes pour l'environnement. Aujourd'hui, si vous ne les inscrivez pas dans une ligne de démantèlement qui respecte les différents risques, qui passe par une analyse de risque et qui traite bien en amont toutes les sources et les polluants potentiels, c'est une bombe environnementale. Autre illustration,
avec le réfrigérateur. À force de le côtoyer dans sa cuisine, le consommateur a oublié à quel point il est dangereux. À cause des mousses d'isolation et du compresseur situé à l'arrière de l'appareil, qui renferme des gaz redoutables pour l'atmosphère. Alors oui, le compresseur, dès l'instant où le circuit va être coupé, ou alors on va venir percer, on va avoir des gaz qui vont s'échapper. Et ce sont des gaz à effet de serre, donc il y aura un impact environnemental. Notre agent donc, va prendre cette pompe, ça vient tout aspirer, le gaz et l'huile. Vous entendez? Voilà. Là encore, le recyclage du réfrigérateur intéresse l'industriel car l'appareil, et notamment le compresseur, est rempli de cuivre. Dans un monde idéal, voilà comment chaque déchet électrique et électronique devrait être recyclé. Mais des trafiquants sont prêts à tout pour que ces équipements n'arrivent jamais dans les usines. Retour dans le nord de Paris, à Asnières-sur-Seine. C'est le jour du ramassage des encombrants. L'ordinateur muni d'un tracker va entrer en action. À peine déposé dans la rue, et la machine est déjà embarquée. Le signal GPS se met en marche. Il va révéler un étrange balai, un ratissage minutieux des rues opéré par une flotte de camionnettes. L'ordinateur a été placé dans l'un de ces véhicules immatriculés dans les pays d'Europe de l'Est. Leur objectif, c'est devancer le passage des camions officiels de recyclage pour récupérer le moindre déchet qui contient des métaux précieux, y compris en arrachant les compresseurs de réfrigérateurs très prisés sur le marché noir. À Asnières-sur-Seine, les habitants ont normalement l'interdiction de déposer ces déchets dans la rue. Ces camionnettes débordent pourtant très vite d'électroménagers. Christian Brabant, directeur général d'Écosystème, a pu visionner ces images. Son éco-organisme chargé de superviser la collecte révèle vite son impuissance face à ces enlèvements sauvages. Oui, ce genre de trafic, on le connaît. Il n'y a pas de délit. Il n'y a pas de délit, on s'est renseigné, il n'y a pas de délit sur ce sujet. Le produit, il est abandonné sur la voie publique. Quelqu'un s'en empare. Maintenant, quelle filière il va prendre, c'est là l'enjeu. Durée de vie d'un compresseur à Paris sur la voie publique, 10 minutes. Dans la banlieue parisienne, une unité de gendarmerie spécialisée combat ce trafic. C'est l'Office central de lutte contre les crimes environnementaux, l'OCLAESP. Il ne passe que le jour où il y a le ramassage des encombrants. Ça veut dire qu'ils se renseignent auprès des communes, savoir quel jour vont être déposés les encombrants. Ils ne viennent pas là par hasard. Donc c'est un système qui est bien organisé quand même. Voilà. Ce qui est malheureux, c'est, voilà, comme on le disait, c'est de déposer des D3D dans tout ce qui est électroménage, électrique ou autre, alors que les communes disent non, alors qu'on a des déchetteries. Est-ce que le citoyen ne peut pas prendre conscience de dire, voilà, on prend notre véhicule, on prend notre frigo, on va l'emmener à la déchetterie? On ne cherche pas, voilà, c'est la société de consommation. C'est je me débarrasse, je veux pas que ça traîne chez moi. C'est une facilité. Dans plusieurs dossiers judiciaires, l'OCLAESP constate que ces camionnettes, aperçues dans les rues d'Île-de-France, sont les mêmes qui pillent les déchetteries de la région. Grâce aux données transmises par les trackers, les points clés du trafic sont découverts. Une fois la collecte terminée, le tracker GPS de l'ordinateur indique que la camionnette passe un certain nombre de minutes dans le terminal du port de Gennevilliers. Probablement pour y décharger une partie de la cargaison. Avec 150 000 conteneurs en transit chaque année, ce port est le premier d'Île-de-France. Ici,
Le flux incessant des marchandises complique d'emblée le travail des enquêteurs. Quand vous êtes sur un port, que vous avez des milliers de conteneurs, comment vouliez-vous bloquer des milliers de conteneurs, sachant qu'un conteneur bloqué, c'est de l'argent qui se perd, c'est un bateau qui est en retard, c'est une activité économique qui est bloquée aussi sur le port, parce que vous bloquez, on va dire, 100 conteneurs sur un port. C'est 100 conteneurs qui ne peuvent pas rentrer. Donc indirectement, voilà, c'est aussi un des problèmes, c'est toutes ces filières où il faut évacuer. C'est l'argent. C'est tout simplement qu'on parle de flux de déchets, mais on peut parler de flux financiers. Dans le nord de Paris, le tracker installé sur le réfrigérateur signale sa position pour la première fois dans une petite ruelle d'Aubervilliers. Vu du ciel, un amas de réfrigérateurs apparaît clairement. C'est ici que le signal GPS retentit. L'accès est contrôlé, impossible de pénétrer dans ce qui semble être le quartier général d'une filière illégale. Les camionnettes aperçues à Asnières-sur-Seine viennent ici vendre une partie de leur cargaison. Des télévisions, des réfrigérateurs, comme celui muni du tracker. Non loin de là, l'ordinateur émet un nouveau signal chez ce ferrailleur. Même si c'est interdit, ce dernier va racheter les déchets électriques pour y récupérer le fer, le cuivre et l'aluminium. Tout y est détruit sans aucune dépollution. C'est illégal. Cette ferraille sera achetée quelques heures plus tard par un grand nom du recyclage français. Contactée, l'entreprise avoue ne pas pouvoir contrôler le contenu des chargements. C'est pourtant bel et bien là que le signal GPS de l'ordinateur disparaît, visiblement broyé sans aucun tri sélectif, très loin des normes de recyclage imposées dans la filière légale. 2 semaines plus tard, nouvelle alerte. Le réfrigérateur est déplacé et caché quelques centaines de mètres plus loin dans l'un de ses véhicules. C'est un système en fin de compte de véhicules, notamment des véhicules utilitaires, où en fin de compte ce véhicule sert de transport à tout type de matériel, notamment des D3E. Quand on dit D3E, c'est des frigos, des gazinières, des machines électriques, des moteurs, des compresseurs. L'avantage, c'est on prend un véhicule, on le charge à bloc, on paye moins de taxes à l'arrivée, on gagne plus d'argent. On rentre dans le trafic de déchets, le gain financier illicite, etc. La stratégie détaillée par l'enquêteur va se confirmer. Ce véhicule rempli de déchets, c'est la dernière étape du réfrigérateur avant le départ hors de France. Une semaine plus tard, le signal GPS indique que le frigo traverse en toute tranquillité la frontière vers la Belgique. Il va rester là plusieurs jours. Depuis près de 20 ans, un expert allemand, Rüdiger Köher, enquête pour le compte des Nations Unies sur ces flux internationaux de déchets électroniques. Il alerte sans succès les gouvernements sur les failles du système. En moyenne, on ne collecte que 40% des déchets électroniques et électriques dans l'Union européenne. Cela signifie que 60% finissent leur vie ailleurs. Sur le papier, on jure que l'on va faire mieux, mais en pratique, on ne fait rien pour que cela s'améliore. Et on fait même le contraire. Si vous regardez les effectifs chargés d'inspecter les cargaisons dans les terminaux, ils ont tous été réduits et non augmentés. Aucun État n'a les capacités pour contrôler et honnêtement, il ne montre pas beaucoup d'intérêt pour le faire. En Europe, il existe désormais une plaque tournante pour les déchets électriques et électroniques. Cette ville, c'est Hambourg, en Allemagne. C'est peut-être ici que la filière mafieuse identifiée dans le nord de Paris a envoyé le réfrigérateur muni du tracker GPS. Plus particulièrement dans un quartier appelé Billstrasse.
C'est une zone commerciale informelle où se côtoient des dizaines de nationalités. Plusieurs hangars attirent l'attention, avec leurs allées remplies de réfrigérateurs, de congélateurs et d'équipements tout genre. C'est vu du ciel que le trafic prend toute son ampleur. À Hambourg, c'est une véritable industrie mafieuse du déchet qui opère au grand jour. À l'intérieur des entrepôts, des centaines, peut-être des milliers d'équipements électriques et électroniques. C'est quoi ça? Un lave-vaisselle. Il s'agit en réalité de vieux appareils venus de toute l'Europe, récupérés dans les rues, les déchetteries, chez des ferrailleurs ou des entreprises de recyclage peu scrupuleuses. Les commerçants assurent vendre ici des produits d'occasion. Ils sont même prêts à fournir de faux documents pour le prouver. À ce jour, aucun contrôle sérieux n'a été effectué par les autorités. Comment est-ce que vous pourriez prouver à un revendeur de Billstrasse ou quelqu'un d'autre que ce frigo fonctionne et un autre non? Il y a eu des tentatives pour plus de certification, mais comme on le dit en Allemagne, le document fait foi. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Personne ne contrôle et les vendeurs de Billstrasse le savent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de le faire à la vue des policiers ou des douaniers. Ils s'en fichent, car à la fin ils savent qu'ils gagneront. À Billstrasse, le consommateur lambda ne peut pas acheter des appareils. Tout est réservé à l'exportation vers l'Afrique et l'Asie. Et dans ce quartier, on ne vend pas seulement des déchets, on propose également des méthodes très particulières pour les transporter en toute discrétion hors d'Europe. Derrière les hangars d'électroménager, des dizaines de voitures d'occasion en plus ou moins bon état. Chez Cab, les vend à des particuliers. Elles seront ensuite exportées vers l'Afrique. Et peu importe pour chez Cab ceux qui se cachent à l'intérieur des véhicules. Dans une voiture comme ça, on trouve de tout à l'intérieur. Un canapé, des casseroles, des pneus, un frigo, plein de trucs. Depuis plusieurs semaines, le nouveau propriétaire de la camionnette l'a remplie à ras-bord d'équipements en tout genre. Cette voiture, on l'envoie comme ça. On l'emmène au port et elle est expédiée en Afrique par bateau. Ce véhicule rappelle celui observé en France, où avait été dissimulé le réfrigérateur muni du tracker GPS. Les trafiquants du nord de Paris utilisent donc la même stratégie pour dissimuler les déchets. Oui, ce frigo, bon, je ne sais pas s'il part dans cette voiture ou dans celle-ci, mais il va être envoyé à Lagos, au Nigeria. Bon, cette voiture, par exemple, elle a été achetée par un homme. Il m'a dit qu'il avait besoin d'une semaine pour la charger avant de l'envoyer en Afrique. Cette technique est parfaitement légale. Les trafiquants ont même le droit de masquer l'intérieur des voitures dans ces conditions. Impossible pour les douaniers de connaître le contenu. J'ai des clients qui vont coller les portes avec de la mousse ou un autre produit pour qu'on ne puisse pas les ouvrir. Si la voiture arrive à destination comme prévu, ils enlèveront la porte et déchargeront la cargaison. Dans le port de Hambourg, ces véhicules seront chargés un à un sur des cargos. Chaque année, l'Europe exporte 3 à 4 millions de voitures d'occasion vers l'Afrique. Face à un tel flux, les douaniers n'ont pas les moyens de vérifier l'intérieur des automobiles. Nous n'avions aucune idée de l'ampleur du phénomène.
Et après plus d'1 an de recherche et d'études dans le terminal du port de Lagos, nous avons découvert qu'entre 50 et 70% de ces équipements arrivent avec ces véhicules. En fait, ils sont tout simplement malins. Comme dans toutes les activités criminelles, ils ont toujours un coup d'avance et ils parviennent à trouver les failles du système parce que des gens veulent se faire de l'argent sur ce business. Et ils y parviennent. À quelques kilomètres de Billstrasse, ce ne sont pas des voitures qui seront remplies de déchets électriques et électroniques, mais des conteneurs. Plus d'une centaine sont en attente. La propriété est même enregistrée au nom d'une société d'import-export allemande. Interrogée, l'entreprise assure que son activité est légale. Vu du ciel, on aperçoit pourtant distinctement des réfrigérateurs, des postes de télévision, des épaves de voitures et les trafiquants en pleine action. Segun Odeyingbo est un chercheur nigérian. Il a côtoyé de près les trafiquants pendant 2 ans pour le compte des Nations Unies. C'est vraiment un déchet parce que quand vous le regardez, il n'y a pas de câble. Et donc automatiquement, il ne peut pas fonctionner. Il n'y a même pas besoin de faire des tests avec. Ces conteneurs peuvent renfermer jusqu'à 28 tonnes de déchets. C'est une véritable manne financière pour les trafiquants, une fois vendus hors d'Europe. Ils peuvent se faire entre 10 et 15 000 euros. C'est un bon business alors si vous faites 2 conteneurs par mois. Ouais, c'est sûr. J'ai vu des hommes, lorsque vous leur demandez 400 objets, c'est juste une question d'heure. Ils vous disent, donnez-moi 48 heures et vous les aurez. C'est un business bien établi. Peut-être que c'est de l'ignorance, un manque d'éducation ou de conscience. Ou peut-être qu'ils s'en fichent, tout simplement. Mais en tout cas, la grande majorité n'en ont rien à faire de l'environnement. C'est l'argent qui décide de tout. La plupart de ces conteneurs va quitter l'Allemagne sur un cargo sans aucun problème, faute d'effectifs nécessaires pour vérifier les cargaisons. Cette impuissance n'est pas spécifique au port de Hambourg. En Europe, tous les ports de commerce sont concernés. Marseille et Le Havre, en France. Anvers, en Belgique. Et Rotterdam, aux Pays-Bas. Et c'est précisément dans l'un de ces ports qu'a atterri le frigo, muni du tracker. Après s'être immobilisé un temps de l'autre côté de la frontière, le signal indique son passage vers le port d'Anvers. Dernière barrière avant un départ hors d'Europe. Ici, 11 millions de conteneurs transitent chaque année. Seuls 1% d'entre eux sont contrôlés. Ce jour-là, les douanes flamandes ont arrêté plusieurs cargaisons en provenance d'Allemagne. Tout est ensuite acheminé dans cet entrepôt, tenu à l'écart. C'est Marc de Stropper, agent de l'environnement pour le gouvernement belge, qui va devoir déterminer s'il s'agit bien de déchets. Les conteneurs devaient prendre la direction du Nigeria, mais les scanners, réalisés au port, ont éveillé les soupçons. Sur la déclaration, ils ont dit que ce sont 6 voitures. Et j'ai vu les photos de scan et j'ai immédiatement constaté qu'il y a des petites boules noires. Et sur le détail, j'ai vu que ce sont des pots de compresseurs, des vieux frigos et des réfrigérateurs. Tout ce qui part au Nigeria
80% c'est très mauvais, très très mauvais. Ici, il y a une 60 pots de compresseur. Le gaz est déjà dans l'atmosphère. Ça, c'est le grand problème ici. Donc ici, c'est plein de pièces de moteur, mais aussi des pots de compresseur. J'ai mal au cœur quand je vois ça, mais j'essaye de faire stopper les grands volumes. Chaque compresseur est revendu 30 à 50 € sur le marché noir. Le montant de la cargaison perdue par les trafiquants est estimé ici à près de 30 000 €. C'est plein de pots de compresseur. Dans les autres conteneurs saisis, des ordinateurs d'entreprise, mais aussi des déchets d'électroménager. Est-ce que vous pouvez ouvrir ce conteneur? Pas de problème. Le moindre espace a été utilisé par les trafiquants. Ici, vous voyez les vieux télés avec écran CRT. En dessous des télés, il y a les fours électriques. Et derrière ça, il y a les vieux frigos. Ici, en Belgique, c'est interdit d'exporter ces vieux télés parce qu'ils sont déjà très âgés et leur cycle de vie est presque fini. C'est pour ça qu'on dit que c'est interdit. Mais ce n'est pas encore interdit aux autres pays dans l'Europe. Ah, il y a un câble coupé. Ici, c'est clair que c'est un déchet, parce que c'est impossible de tester sans câble. Non loin, les propriétaires des cargaisons, des Nigérians installés en Allemagne, font profil bas. La plupart du temps, les trafiquants ne risquent qu'une simple amende et une peine de prison avec sursis. Les conteneurs seront réacheminés dans le pays d'origine et le contenu recyclé aux frais du contribuable. Un dernier détail, un frigo suspect attire l'attention de Marc. Il demande à l'équipe de vider intégralement la cargaison. Après quelques minutes, l'inspecteur fait une découverte. Caché au fond du conteneur, un réfrigérateur interdit en Europe depuis des années à cause des gaz qu'il contient et que les trafiquants s'apprêtaient pourtant à envoyer en Afrique. C'est pour indiquer que c'est un déchet dangereux. J'ai mis le nom du gaz qui est dedans. Parce qu'on a déjà vu que quand on retourne des déchets vers l'Allemagne ou la France, que ça retourne après quelques mois, on voit le même avec ça. Avec votre inscription? Oui. Mais il y aura toujours des déchets à aller vers l'Afrique, l'Asie et d'autres pays du monde? Oui. C'est impossible de stopper tout. La crainte de l'inspecteur va se vérifier quelques semaines plus tard avec un nouveau signal GPS dans le port d'Anvers. La filière mafieuse a réussi à faire passer sous le nez des autorités le frigo muni du tracker caché dans une voiture. Il quitte désormais l'Europe. Ce jour-là, un seul navire transportant des véhicules d'occasion a quitté le port. Sa destination, l'Afrique de l'Ouest. Selon les données récoltées par Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle, l'Afrique et l'Asie sont les principaux points de chute du trafic de déchets.
Il y a aussi des circuits plus surprenants, passant par l'Égypte, Malte, le Portugal, les États-Unis et l'Amérique centrale. Le réseau est tentaculaire. En Afrique de l'Ouest, un pays est devenu en quelques années le principal importateur de déchets électroniques et électriques. C'est le Nigeria. Ici, le vieil électroménager et le matériel informatique obsolète arrivent d'Europe quotidiennement. Lagos a vu naître des lieux surprenants à cause de l'ampleur du phénomène. Bienvenue à Computer Village, le village des ordinateurs. Pour y pénétrer en toute sécurité, il faut prétendre être un homme d'affaires à la recherche de matériel informatique. Je suis dans le marché avec eux, c'est moi qui les guide. Reste où tu es, nous allons à ta rencontre devant ton enseigne. Tu vas pouvoir voir des ordinateurs, des imprimantes, beaucoup de choses, tout ce qui tourne autour des télécommunications. Dans les boutiques, des ordinateurs du sol jusqu'au plafond. Et les vendeurs ont appris à camoufler toutes les traces du trafic. Est-ce que vous avez des ordinateurs qui viennent de France ? Oui, ceux-là viennent de France. Mais les étiquettes ont été enlevées, tout a été nettoyé. On ne veut pas que les clients voient ça. C'est pour ça qu'on les enlève. Mais celui-là, par exemple, il vient aussi de Rotterdam. Les livraisons viennent du monde entier. 2 à 3 conteneurs par jour, rien qu'à Computer Village. Combien de magasins vous avez ici à Computer Village ? Tu veux savoir le nombre de magasins? Mais des milliers. On compte ici près de 10 000 vendeurs. Chaque vendeur se garde bien de dire aux clients l'origine des produits. Ces boutiques semblent toutes alimentées par un réseau de trafic international. Des parcs entiers d'informatique détournés à l'insu des entreprises. Donc, par exemple, sur cet ordinateur, on peut voir indiqué que c'est la propriété du gouvernement de DC. Vous voulez dire le gouvernement américain à Washington ? Hollande. Ici, ça vient des Pays-Bas, une compagnie appelée Gemeente Service Client. Il s'agit en fait de la mairie de Rotterdam. Celui-là, c'est une compagnie appelée Agendum von Stadtfokker. Là, c'est un constructeur aéronautique. Tout est vendu ici comme des produits d'occasion. En réalité, les stocks contiennent une majorité de déchets. Pour les acheteurs potentiels, c'est une loterie. Et vu les conditions de stockage, même les ordinateurs qui fonctionnent encore n'ont pas beaucoup d'avenir. Derrière les magasins, dans une zone tenue à l'écart, les carcasses électroniques s'accumulent. Elles aussi vont être vendues. Contre quelques billets, l'homme assis derrière le comptoir espère y récupérer les métaux précieux. Ça, ce sont des téléphones qui ne sont plus bons. On les a désossés. Ils ont enlevé la batterie et les circuits électroniques pour les vendre à une autre entreprise. C'est le début d'une longue chaîne de recyclage réalisée en dehors de toute règle environnementale. Un homme tente d'éveiller les consciences au Nigeria sur cette pollution moderne. Ifeanyi Oshonogor, 38 ans, a fondé à Lagos la première usine de recyclage de déchets électroniques. Le site est unique en Afrique de l'Ouest. Il a coûté plusieurs millions d'euros. Nous avons fait venir ces machines et ces standards internationaux pour que nous soyons un exemple de ce qu'il faut faire en matière de recyclage des déchets électroniques. Ici, c'est la zone de récupération des composants électroniques. On s'assure qu'ils ne sont pas réutilisables. Pour l'heure, cette usine modèle tourne à vide. Au Nigeria,
Nigeria, personne ne veut encore assumer le coût du recyclage. Alors pour convaincre les commerçants d'y amener leurs déchets, Ifeanyi se rend sur le terrain. Au marché d'Alaba, place centrale pour la vente d'appareils électriques au Nigeria, il va vite comprendre que le chantier est immense. Comme vous pouvez le voir, ici par exemple, c'est une gigantesque poubelle de plastiques électroniques. Un plastique très dangereux pour l'homme. Ces parties toxiques qui ne rapportent rien sont généralement brûlées ou enterrées. Ça, c'est le genre de choses qu'on veut absolument prendre en charge. C'est dans cette zone que tous les soirs, des hommes viennent brûler des déchets pour récupérer les métaux précieux. Dans cet incinérateur improvisé, l'air est irrespirable. Le marché grandit encore et encore. Les déchets électroniques arrivent chaque jour. Il y en a toujours plus. Et on fait de l'argent avec. On brûle et on vend. Ça va prendre du temps. Mais cette prise de conscience, ce travail de prévention avec les autorités locales sera réalisé facilement. Ifeanyi Oshonogor est l'un des rares au Nigeria à croire que les mentalités peuvent changer. En sortant de la décharge, l'entrepreneur va tomber nez à nez avec l'un de ces fameux conteneurs arrivés directement d'Europe. C'est à 100% un tsunami. C'est une vague qui nous submerge un peu plus chaque semaine. Les statistiques sont à chaque fois plus alarmantes. Le nombre de déchets électroniques augmente sans arrêt. Que ce soit ce que nous produisons ici et ce qui nous arrive de l'extérieur. Le golfe de Guinée est un carrefour névralgique du trafic de déchets. C'est ici, dans cette zone, que le signal GPS du réfrigérateur va disparaître. En seulement 5 semaines, le frigo aura traversé l'Europe, 2 mers, un océan et parcouru près de 8200 km, alors qu'il n'aurait jamais dû quitter la France. Cette folie économique se répète inlassablement depuis 20 ans. À Accra, au Ghana, l'afflux de déchets est tellement massif que le pays n'a pas réussi à faire face. Et il en paye aujourd'hui le prix fort. Dans la banlieue de la capitale, la décharge d'Agboblochi est considérée comme l'une des zones les plus toxiques au monde. Mike Anane est un journaliste d'investigation. Il connaît ce terrain dans les moindres recoins. Il y a vu grandir et mourir des centaines d'adolescents. Près de 40 000 personnes travaillent ici sur les déchets électroniques. Ils les démontent entièrement. Voici le type de recyclage qui est fait ici. Mais évidemment, ce n'est pas une bonne façon de faire. C'est tellement dangereux. Beaucoup d'entre eux ont déjà ingéré des métaux lourds dans leur corps et ça attaque leur santé. On parle ici de cancer et de toutes les maladies qui vont affecter ces adolescents au cours de leur vie. Ici, l'économie est organisée pour que chaque pièce soit démontée vis après vis, 365 jours par an. Ce qui fait tourner les têtes, c'est le cuivre, l'aluminium et la ferraille. Une économie de la misère qui ne rapporte pas grand-chose. La plupart des ouvriers ne gagnent pas plus de 40 € par mois. Combien ça vaut? Moins de 2 €. Pour 500 grammes.
Et pour l'aluminium, c'est combien? 500 grammes, c'est 50 centimes d'euros. Il y a encore 20 ans, cette vaste étendue abritait des pâturages et une lagune. On y venait pêcher ou se baigner. Je vais vous dire un truc. Vous voyez ici, là où on se tient, c'était rempli d'eau avant. Maintenant, c'est plein de couches de déchets. Ordinateurs, débris de verre, etc. Il y a certains endroits où vous sentez que ça tangue. Il y a de l'eau. Tu comprends? On ne peut pas marcher ici. Si tu viens ici, tu peux être enseveli jusqu'au nez. Même avec l'aide de 2 personnes, tu ne pourras pas sortir. Dans la bouche, un goût de plastique brûlé donne la nausée. Dans le ciel, les particules noires de carbone recouvrent tout sur leur passage. La faute à ce que l'on appelle ici le four. Tu vois, ça c'est un réfrigérateur. On va l'utiliser pour brûler des câbles. On va récupérer la tôle, le fer. À l'intérieur de tout ça, il y a le cuivre. C'est pour ça qu'on les brûle. Les fumées toxiques qui se dégagent de la zone contaminent toute la ville, hommes, troupeaux, étals de marché, à des kilomètres à la ronde. Un mal invisible qui tue la population à petit feu, de génération en génération. Les plus jeunes grattent la poussière toxique pour récupérer les dernières miettes de métal précieux. Il n'est pas aussi fort que les plus grands, les adolescents qui brûlent ou démontent les équipements. Donc il utilise une enceinte en guise d'aimant pour aller partout et pour que l'aimant attire le métal. Il les récupère et met tout ça dans son sac. Mais il se tue le dos parce qu'il doit se baisser continuellement. À quelle heure tu commences le matin? À 6 heures. C'est une sacrée plaie que tu as là. C'est à cause d'un morceau de verre de télévision. Quel âge tu as, Junior? J'ai 12 ans. Pardon? 12 ans. Quand je vois des enfants ici, j'ai le cœur brisé. Mais ça me motive aussi à faire tout pour arrêter ce trafic illégal de déchets. Pour confirmer l'urgence de la situation, nous avons effectué un prélèvement de la terre polluée. Cet échantillon a été analysé à Nancy, au laboratoire Géoressources spécialisé dans l'étude des minerais et leur impact sur l'environnement. Le chef d'équipe Alexandre Chagne a visionné les images tournées au Ghana. Le scientifique détecte très vite les risques invisibles. Quand on va casser la télévision, la mettre en morceaux, en même temps il y a de la poussière en fait, qui provient des différents éléments qui vont se retrouver dans l'air. On va avoir au niveau de l'écran du téléviseur, de la dalle, des poudres luminescentes qui contiennent plein d'éléments métalliques qui sont pas forcément très bons pour la santé, comme le cadmium, du zinc, des terres rares. On peut aussi retrouver du plomb.
à certains endroits du téléviseur. Et donc là, évidemment, on voit très bien que lorsque l'on va casser, les poudres vont se disséminer dans l'atmosphère et il y a des risques d'inhalation. On s'aperçoit dans cette analyse qu'on a un peu moins d'1% de plomb, un peu moins d'1% de zinc et 5% de cuivre. Donc ça, c'est des teneurs qui sont anormales, qu'on ne retrouve pas. On pourrait même dire que c'est un minerai presque. Avec donc le plomb qui est un élément dangereux pour la santé. Tout le monde connaît ses effets sur la maladie, le saturnisme. Finalement, l'environnement dans lequel vivent ces personnes, c'est ni plus ni moins, ça peut être ni plus ni moins une analogie aux friches industrielles que l'on peut connaître en France et sur lesquelles on travaille pour limiter les impacts environnementaux. Et ces impacts environnementaux menacent la planète tout entière. Au Ghana, une marée noire électronique venue de la décharge progresse dangereusement vers l'océan Atlantique. À chaque fois qu'il pleut, la pluie lessive la décharge, emmène avec elle les toxines, les produits chimiques, les métaux lourds, le plomb, le mercure. Ça vient dans cette rivière et ça s'en va vers la mer. Aucun poisson, rien ne peut vivre là-dedans. Est-ce qu'on accepterait ça en France ? Est-ce qu'on accepterait d'avoir des décharges à ciel ouvert, à côté des maisons, avec des gens qui travaillent sans protection, avec des pollutions, avec des sols pollués, avec des nappes phréatiques de pluie? Est-ce que nous, on l'accepterait? Donc c'est facile de se cloisonner à la France, et c'est pour ça que je dis que là, il faut une prise de conscience collective. On voit toujours sur Internet, aujourd'hui, on vit avec la terre, à crédit, aujourd'hui, on a ça. Mais est-ce qu'on se pose la question du déchet? Est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on ne détruit pas nous-mêmes notre terre parce qu'on l'envoie chez les autres, mais un jour ou l'autre, il y aurait des répercussions. Donc est-ce que, inversement, on ne va pas payer un jour ou l'autre ce retour et cette négligence à faire traiter n'importe comment nos déchets? Pourquoi le monde n'arrive-t-il pas à stopper ce commerce de déchets toxiques? Un accord international a pourtant été signé en Suisse en 1989. La Convention de Bâle encadre strictement les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, mais un certain nombre de pays ne l'ont pas encore ratifié, les États-Unis en tête. Rolf Payette est le secrétaire général de cette institution. Il est particulièrement sensible au réchauffement climatique car il a été ministre de l'Environnement aux Seychelles, un archipel en partie condamné par la montée des eaux. Depuis 2014, il tente d'accélérer la prise de conscience des États membres autour des déchets électroniques. Je viens de Nîmes. Alors pour moi, en grandissant, j'ai vu si on met une couleur bleue dans la rivière, sur la montagne, on met une couleur bleue dans la rivière, 30 minutes, on le voit dans la mer. Dans les grands pays, ils ne voient pas les résultats de leur action. Alors, je pense qu'à travers le média, à travers la sensibilisation, on peut raccourcir pour voir, voilà l'effet de mes actions, voilà l'effet de ma consommation. Ça rentre en Afrique, ça rentre en Asie. Voilà l'effet de changer mon mobile tous les 6 mois. Voilà les conséquences. Ce jour-là, les États tentent une nouvelle fois de se mettre d'accord sur une réglementation stricte. Mais les négociations vont échouer. Ce sont ni les États-Unis ni l'Europe qui bloquent, mais l'Inde. Le pays est miné par ce trafic mais ne peut plus s'en passer. Près d'1 million de personnes travaillent dans les décharges illégales de déchets électroniques. Signe des tensions, les journalistes sont priés de quitter la salle.
Il y a de nombreuses personnes qui vivent et qui dépendent de ce business. Elles ont donc de bonnes raisons pour que tout cela continue. Il y a aussi des pays qui ont des intérêts à ce que ces équipements soient toujours exportés. Jusqu'à maintenant, par exemple, un équipement usagé qui va pour réparation n'est pas, au titre de la Convention, défini comme un déchet. C'est pas forcément un déchet. S'il va pour recyclage, s'il va pour incinération, par exemple, c'est un déchet, c'est clair. Mais s'il va pour réparation, réutilisation, analyse pour voir les déficiences, il n'y a pas de consensus au niveau international que ça constitue un déchet. En attendant au Ghana, Mike Anané a décidé de traquer lui-même les coupables de ce trafic. À chaque visite dans la décharge, il recherche le moindre indice sur les carcasses. Quand vous allez sur le site internet de Dell, la firme assure qu'elle contrôle la fin de vie de tous ces appareils, ce qui signifie qu'ils collectent et recyclent tous leurs équipements. Mais ici, vous avez un produit Dell. Il y en a tellement dans cette décharge qui sont enterrés. Et Dell semble s'en foutre totalement. Alertée sur ces découvertes, la compagnie américaine assure contrôler annuellement ses sous-traitants pour éviter les mauvais agissements. Mais Dell indique que le risque zéro n'existe pas. Ce jour-là, Mike va avoir d'autres mauvaises surprises. Cet ordinateur porte encore l'étiquette du King's College School. Contacté, cette célèbre école privée de Londres ignore comment l'équipement est arrivé au Ghana. Quelques mètres plus loin, c'est une imprimante qui attire son attention. Je viens de trouver ça. Ça provient du centre hospitalier universitaire de Groningen. C'est choquant et difficile de comprendre comment des institutions comme celle-ci peuvent autoriser que leurs équipements, des ordinateurs, des photocopieurs finissent leur vie dans d'autres pays. Quand dans le même temps, ils savent que ces mêmes équipements contiennent des teneurs en produits chimiques très importantes. Et si j'en crois l'étiquette, ça vient d'une université spécialisée en médecine. Cet hôpital universitaire est situé à plus de 7500 km du Ghana. Comment cette imprimante a-t-elle pu finir sa vie dans cette décharge ? Rendez-vous dans la province de Groningen, au nord des Pays-Bas. À l'hôpital de la ville, après plusieurs semaines d'hésitation à communiquer sur ce sujet, le porte-parole Joost Wessels doit se rendre à l'évidence. Oui, c'est ça, c'est... Absolument, c'est une de nos imprimantes. On peut encore voir la boue qui vient du Ghana, je pense. Incroyable. On a utilisé ces imprimantes jusqu'en 2015. On les a fait remplacer par des nouvelles imprimantes Xerox. Les anciennes imprimantes ont été enlevées par Xerox. Nous pensions qu'elles partaient au recyclage quelque part aux Pays-Bas, que les morceaux allaient être démontés, pièce par pièce, vis par vis, et que ça aurait pu être utilisé de nouveau grâce au recyclage. C'est notre ressenti. C'est ce qu'on pensait. C'est totalement différent. Elles ont fini au Ghana. C'est peut-être naïf de notre part, oui, mais nous n'avions aucune idée. L'hôpital affirme avoir modifié depuis cette découverte sa gestion des déchets informatiques. Les vraies victimes, ce sont ces gens, en particulier les plus jeunes qui marchent pieds nus sur ces piles de déchets au Ghana. Ce sont elles les victimes. Ils prennent des risques en marchant là, ils risquent d'être blessés. Oui, ce sont eux les vraies victimes. Grâce à Joost Wessels, le trajet suspect des imprimantes a pu être retracé. Dans le collimateur, le géant américain de l'impression Xerox, qui se présente dans les publicités comme une entreprise garante de l'environnement.
En 2014, près de 2000 imprimantes quittent l'hôpital. Mais Xerox ne les recycle pas. Il les revend à son partenaire local Rex International, installé à Amsterdam. Interrogée, cette entreprise confirme les avoir revendues à de mystérieux acheteurs. Sur les 2000 imprimantes, une vingtaine auraient été revendues au Ghana et le reste aux 4 coins du monde. La société refuse de fournir les déclarations d'exportation. Un manque de transparence qui suggère des méthodes douteuses. Ces pratiques mettent en lumière une autre facette de ce grand détournement. Comment des intermédiaires achètent et revendent des parcs informatiques entiers sans aucune traçabilité. On les appelle des brokers. À La Défense, dans le premier quartier d'affaires de France, on estime que près de 100 000 ordinateurs sont changés chaque année, rien que pour les entreprises du CAC 40. Frédéric Bordage est consultant. Il tente de sensibiliser les sociétés et leurs salariés aux bonnes pratiques. Pour le compte de grandes entreprises, lui aussi a enquêté sur la fuite internationale des ordinateurs français et a fait une découverte étonnante. Lors de l'une de mes premières missions, c'est ce qui m'a donné l'envie de m'intéresser à ce sujet. Je suis allé voir Orange, Dell, Konica Minolta, Bouygues, un certain nombre de fournisseurs des grandes entreprises du CAC 40 pour qu'ils m'expliquent ce que devenaient les équipements qu'ils avaient récupérés chez mon client. Et en fait, je n'ai jamais réussi à obtenir de chiffres fiables sur la quantité d'équipements récupérés et sur le type de retraitement, c'est-à-dire s'ils avaient été réemployés, dans quelles conditions, par qui, s'ils avaient été recyclés. Selon l'Agence de l'environnement en France, dans les entreprises, 2 ordinateurs sur 3 disparaissent sans laisser de traces. Dans le milieu du recyclage, un broker trafiquant de déchets s'est confié sur ces pratiques. Pour protéger son anonymat, cet entretien a été reconstitué. C'est vrai, j'allais voir les entreprises quand elles déménageaient ou alors qu'elles changeaient leur matériel et je leur proposais de recycler leur parc informatique pour un prix cassé en fait. J'avais des partenaires, d'autres entreprises de recyclage qui faisaient la même chose à travers toute l'Europe, en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Ils faisaient la même chose, ils venaient vers moi ensuite. Je pouvais amasser comme ça pas mal de quantité de matériel informatique, voire plusieurs tonnes par semaine. Entre 2007 et 2010, la SNCF, la Poste et les hôpitaux de Paris ont été victimes de ces agissements. Leurs parcs informatiques ont été envoyés en Thaïlande. Je trouvais des clients en Afrique ou en Asie sur Internet. En fait, tout se fait sur Internet, sur des sites spécialisés. Vous avez toujours quelqu'un qui cherche en Afrique ou en Asie des écrans défectueux, des ordinateurs en panne. Ensuite, ce qu'ils vont en faire, c'est pas mon problème. C'est le geste le moins encadré par la loi. On perd la traçabilité des équipements qu'on a vendus, quand bien même on le vend à un reconditionneur qui le revend lui-même en France, on peut quand même se retrouver avec ces ordinateurs au Ghana ou au Nigeria, concrètement. En France, à ce jour, seule une entreprise coupable de ce type de trafic a été condamnée par la justice. En fait, c'est très facile de nous traiter de trafiquants de déchets, mais il faut aussi interroger les entreprises qui nous donnaient leurs ordinateurs à recycler pour 0 €. Ces entreprises-là, elles savaient bien qu'il faut payer pour dépolluer et recycler des ordinateurs. Alors, elles se posaient pas de questions, ça les arrangeait bien qu'on les en débarrasse. Que ce soit de l'artisan au gros groupe, on a déjà eu plusieurs lanceurs d'alerte qui nous ont dit « je vous appelle » ou « je vous signale, là, il y a quelque chose ». J'ai fait un appel d'offres et là, il y a un tarif qui ne correspond pas du tout. Il y a une trop grande marge entre ce qu'on me propose. Et là, j'ai des doutes sur telle entreprise par rapport au traitement de déchets. Donc ça, c'est des fois des alertes qui nous sont lancées. Donc c'est vrai, puis certaines entreprises, par contre, ferment les yeux et disent « je veux au moins cher ». Et puis, moi, j'ai donné mes déchets, on doit les retraiter, ce n'est plus mon problème. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le producteur de déchets est responsable de son déchet jusqu'à son élimination ou sa valorisation. Faute d'une législation efficace, aujourd'hui en France, c'est le contribuable qui paie les dégâts. À Gendry dans l'Essonne, le maire Christian Schoettler peut en parler.
En 2005, son administration lance un appel d'offres pour recycler 600 tonnes de déchets électroniques. Il fallait quand même qu'on ait une traçabilité et donc appel d'offres plutôt coûteux, de mémoire entre 3 et 500 000 euros. Il choisit de faire confiance à 2 entreprises, sauf que 3 ans plus tard, il reçoit l'appel d'une association écologiste. Malgré toutes ces précautions, un jour j'ai un coup de fil des Robins des Bois qui me disent il semblerait que vous ayez vos écrans du côté de Thonon-les-Bains qui sont en train de pourrir à flanc de montagne. Et ça glace, je peux vous dire, surtout quand on a dépensé autant d'argent. Et on découvre qu'effectivement, une des entreprises qui était censée avoir éliminé nos déchets avait plus ou moins mis la clé sous la porte, mais il n'empêche qu'ils avaient laissé les écrans à flanc de montagne. Dans cette affaire, le maire a dû payer de nouveau le recyclage de ses déchets. Montant final de la facture, près d'1 million d'euros. On se bat contre un phénomène avec les moyens qu'on a et on ne baisse pas les bras. Il faut justement informer les gens, les sensibiliser, et il faut qu'il y ait une prise de conscience collective, que ce soit de monsieur, madame, tout le monde ou des sociétés. Les consommateurs ignorent bien souvent où finissent leurs anciens appareils, à force d'en consommer toujours plus. En France aussi, il existe des cimetières de déchets électroniques et électriques. Comme ici, perdu dans le département de l'Orne, au bout de cette route. Sous ces talus, une terre condamnée à jamais. Faute d'avoir trouvé une technologie pour les recycler, c'est ici que les éco-organismes enfouissent en toute discrétion une partie de nos vieilles télévisions. Elles y resteront pour l'éternité. Voilà, après cette remarquable enquête et ce constat de la catastrophe écologique et sanitaire qui semble se dérouler dans la plus parfaite impunité, voire indifférence, nous allons maintenant ouvrir le débat avec mes invités. Selon les derniers chiffres communiqués au Fonds économique mondial en janvier dernier, le flux de déchets électroniques est aujourd'hui celui qui connaît la croissance la plus rapide au monde. On a dépassé les 48